Mes origines juridiques, c'est clair, hein, elles sont congolaises, parce que dès qu'on est à la première seconde de sa naissance, le droit congolais le permet, donc je suis congolaise. Mes origines familiales, oui, ma mère est sénégalaise, mon père est malien, ça c'est clair. Mon père arrive à Brazza en 1962. Et je crois qu'il a su... C'est juste après les indépendances, là. Juste après les indépendances, parce qu'après il me raconte que c'est parce que la vie sur terre de communisme au Mali ne lui plaisait pas. On demandait au père de famille d'aller veiller les édifices publics et de manger la soupe dans telle famille, c'est pas... Comme les bons révolutionnaires. Voilà, donc il a préféré venir et il est venu à Brazza. Et ma mère, après il va épouser ma mère qui arrive en 67 à Brazza. On habitait en face de la grande école à un moment. Je voyais ma mère avec des copines qui militaient dans l'URFC. Je passe à Maman Thérèse qui a encore des enfants en face de l'école, la grande école de Poto-Poto. Enfant, j'ai côtoyé des grands. Mon père était... C'est à côté de Seydou Badian. Oui, bon, même au niveau de Brazzaville, mon père était convoité par beaucoup de gens. J'ai grandi avec les enfants Sassou, que j'ai revu, les deux filles, surtout Nénel et Joujou en 86. Donc c'était ça ma vie, avec les enfants Bia, avec les Mbouala, avec les Ondoko. Les Ondoko, et c'était ça. Toute ma vie, un chef d'État, un maçon, pour moi c'est des êtres humains. Alors, qui donc, la même considération partout. Qui ne bénéficie pas de quoi, c'est ce qui m'a intéressé toute ma vie. Qui doit être aidé. Oui. C'est-à-dire cette empathie aux couches défavorisées a toujours été. Donc moi, quand je vois une personnalité, la première des choses, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'autre. C'est-à-dire, c'est comme lorsque Sarkozy arrive... Un altruisme, en fait, instinctif, voilà. en fait. Hein. Quand Sarkozy arrive à Bamako en 2006, quand il vient combattre l'immigration, ben, moi je lui dis, écoutez, nos enfants vont mourir dans le désert, dans la mer, en pensant que c'est l'Eldorado là-bas. En même temps, je n'ai jamais vu un pied de café pousser en France. On me dit que la France est 4e pays exportateur d'uranium. Je ne comprends pas comment. Mais laissez-nous nos richesses, comme ça nos enfants n'iront pas. Et il me répond que économiquement la France n'a pas besoin de l'Afrique. C'est à vous qu'il a fait. C'est à moi qui réponds ça. C'était ça, moi. C'est fondamentalement comment améliorer la vie et l'environnement de ceux qui n'ont pas les moyens. Alors, on va le comprendre, Sadio, quand vous allez arriver au Congo. Lorsque j'arrive en 2012, je me dis, c'est pas possible. Avec le boom pétrolier, avec toute cette eau, avec toute cette forêt, comment est-ce que je rentre dans l'école qui fait face à moi, parce que les enfants viennent boire de l'eau chez moi pendant la récréation. Il n'y a plus de table banc. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Je me reconnaissais plus dans ce pays. Voilà, vous arrivez dans un pays dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, vous voyez toutes ces inégalités et vous commencez à faire votre travail. Dans quelle ambiance? Dans l'ambiance où déjà, quand je suis arrivé, je fais mon premier reportage sur les sinistrés du beach, les sinistrés du 4 mars. Oui. Donc ils étaient parqués, mais sauvagement parqués dans le stade Eboué. Et on m'avait dit, je ne le connaissais pas encore, il s'est avéré être mon neveu après, que Joe Ebina s'en est bien occupé. On est parti, il m'a fait visiter jusqu'à l'épicentre de... Et puis, les gens me disaient, oui, eux-mêmes, parce que ça s'est passé dans un quartier où on a quand même beaucoup d'élites politiques et de l'administration et tout, qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ils sont logés dans des hôtels qui surenchérissent et qui payent. Que j'ai interviewé des mamans, elles sont souvent 14 dans une famille, et on leur a donné des fonds d'urgence de 3 millions. Quoi faire avec? Elles ne pouvaient rien faire avec. Et d'autres n'ont pas eu accès parce que on a... Je bouillonnais, c'est pas possible. On arrive donc à cette année fatidique, c'est 2014, où les autorités congolaises décident en fait de vous renvoyer au Mali en disant, en prétextant que vous n'êtes pas congolaise, que vous êtes malienne. À ce moment-là, vous n'avez plus le droit de séjourner au Congo jusqu'à aujourd'hui. Alors là, beaucoup de personnes me disent que j'ai mon nom affiché à l'aéroport avec Lee Smith et 2 ou 3 Libanais, comme des personnes n'ayant plus droit à rentrer au pays. Bon, là, il faut d'abord se rassurer que Sassou et son gouvernement, son clan et son système sont éternels. Parce que le Congo n'appartient pas à une personne. Un jour, je rentrerai chez moi, c'est clair. Mais qu'une police censée avoir les travail sur la base juridique s'en prenne au mot d'un papa qui a plus de 80 ans pour décider d'expulser un citoyen là, alors que mon père a été naturalisé en 82.
que j'étais mineure. Et donc, comme ces femmes, tous les enfants mineurs, en dehors de mon droit de sang, pouvaient déjà être naturalisés. Donc, je peux dire doublement, je pouvais être congolaise de naissance et par naturalisation de la suite de mon père. Que moi, mon père, on n'expulse pas, que c'est moi qu'on expulse. Sur la parole de mon père, je me dis, ce pays a des problèmes. Donc, je n'avais pas tort de me battre contre le système. Est-ce que le dérangement, en fait, est dans votre essence, finalement? Est-ce que vous êtes faite pour déranger, pour ne pas laisser les autres indifférents? Je ne sais pas si je suis faite, si c'est fait pour ne pas laisser les autres indifférents, mais je sais que je suis, par essence, rebelle à la médiocrité établie. Ça, ce sera comme ça. Est-ce que votre activisme est une épreuve de force permanente? Ou à un moment donné, vous savez, vous rabaisser en disant « Ok, oui, je suis allé trop loin, à ce moment-là, il faut peut-être... » Non, c'est-à-dire, avec les Sassou, c'est jusqu'au bout, hein, ça c'est clair. Également avec tout ce qui ne comprend. C'est-à-dire, ce que j'ai surtout compris, c'est que ici, tout est mélangé. Hein? C'est-à-dire l'activiste de base qui se prend pour un politicien accompli, alors qu'il n'est qu'activiste de base, et l'élite qui est pas du tout généreuse sur son savoir. Donc moi, je me place toujours au milieu. Vous soupçonnez aussi en disant, mais voilà, Sadio Kanté, elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenu fixe. Où trouve-t-elle l'argent pour organiser toutes ces manifestations? Quasiment, on était à un rythme où il y avait toutes les semaines une manifestation sur une place parisienne. Il n'y a pas de Ngiri. Attends, les Ngiri, ils veulent le voir partout. Moi, je ne sais pas comment des gens sérieux peuvent croire que Sassou va me ngiriser à le démolir comme je le fais. Que je l'emmène à la CPI. Que je vais avec les autres en Suisse, en Belgique, partout pour le piétiner. Que je demande à produire des affiches qui le dégradent. Que je parle, mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est-à-dire quand vous êtes bien consciente que certains estiment que vos actions, vos coups d'éclat, votre activisme nuisent en fait à la cause aujourd'hui par rapport à ceux qui travaillent plus ou moins dans les réseaux ou dans l'ombre en disant voilà, Sadio, elle fait des choses, mais en fait ceux-là n'avancent pas le combat. Oui, mais qu'ils me le disent. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je plains ou je ne plais pas. Quand ça ne me plaît pas, je vais vous voir. Je dis, sire, ça ne va pas. On en débat. Oui. Mais ici, chez nous, je ne sais pas c'est quelle culture. Quand il y a malaise, chacun parle dans le dos de l'autre. Est-ce que vous ne pensez pas nuire aussi à cette image en termes d'image? Parce que moi, je suis activiste sur le terrain. Oui. Les politiques ont leur rôle. Moi, mon rôle, c'est de surenchérir. Et que eux, quand ils vont négocier, qu'ils arrivent au juste milieu. Nous, on n'a pas les mêmes rôles.